Ce que je vais partager avec vous est quelque chose que la plupart des gens ne croiraient jamais. Et honnêtement, je n'y croirais pas moi-même si cela ne m'était pas arrivé directement. Un Sasquatch m'a sauvé la vie dans les Cascade Mountains. Et il ne s'est pas contenté de me sauver. Il m'a parlé, a communiqué avec des mots clairs que je pouvais comprendre. Et ce que cette créature m'a dit sur le monde, sur les gens, sur tout ce que nous pensons savoir, a fait voler en éclats toutes les certitudes que j'avais sur la réalité. Je m'appelle Rebecca et je suis photographe animalière depuis 15 ans, spécialisée dans la documentation des régions sauvages et reculées. Je suis quelqu'un qui se fie aux preuves, à ce que mon appareil photo capture, aux preuves tangibles. Mais après 3 semaines coincées dans l'arrière-pays avec un être dont la science nie l'existence, soigné et ramené du seuil de la mort par des mains qui n'étaient pas humaines, j'ai dû reconstruire entièrement ma perception de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Tout a commencé lors d'une expédition en solitaire au début du mois d'octobre. Les montagnes offraient leur spectacle annuel, les érables prenant de brillantes teintes orangées et pourpres, tandis que les conifères se dressaient, sombres et anciens, face aux paysages changeants. Il y a une qualité dans l'air à cette période de l'année qui est difficile à décrire, vive et pure, portant l'odeur des feuilles en décomposition et de l'hiver approchant. J'étais au 4e jour d'un voyage de 10 jours, documentant les schémas de migration des wapitis dans une vallée particulièrement isolée que peu de gens visitent. Le terrain dans cette région est impitoyable, fait de pentes abruptes couvertes d'éboulis, de crêtes étroites avec des à-pics de chaque côté et de traversées de ruisseaux qui peuvent passer d'une profondeur de cheville à celle de la poitrine selon les pluies récentes. Ce matin-là, je marchais depuis avant l'aube, essayant d'atteindre une prairie particulière où j'avais vu des wapitis se rassembler lors d'une précédente expédition. L'itinéraire exigeait de traverser une série d'affleurements rocheux, et j'avançais prudemment, testant chaque prise avant d'y engager tout mon poids. Mon sac photo était lourd sur mon dos, probablement plus lourd qu'il n'aurait dû, mais j'avais apporté des objectifs et du matériel supplémentaire car la lumière dans cette vallée en automne est quelque chose de spécial, ce genre de qualité dorée qui fait que chaque cliché ressemble à une peinture. J'étais environ aux 2/3 d'une section particulièrement délicate lorsque j'ai commis l'erreur qui a failli me tuer. Il y avait un rocher d'apparence plate qui semblait stable, et j'ai posé le pied dessus sans le tester d'abord. Au moment où tout mon poids s'est posé dessus, la roche a bougé, glissant sous mon pied, comme si elle n'avait attendu que cet instant. Ma cheville s'est tordue brusquement vers la droite, et soudain, je tombais, dévalant une pente qui semblait ne jamais finir. Je me suis agrippé à des buissons et des rochers en tombant, mais rien n'a tenu. Mon sac de matériel déséquilibrait ma chute, rendant chaque rotation plus violente que la précédente. La chute s'est terminée brusquement lorsque j'ai percuté un rocher au fond d'une petite gorge. J'ai entendu quelque chose craquer, senti une explosion de douleur dans ma jambe gauche si intense que ma vision est devenue complètement blanche. Je suis resté là, haletante, incapable de traiter autre chose que l'agonie qui irradiait du bas de mon corps. Lorsque le choc initial s'est suffisamment calmé pour que je puisse réfléchir, j'ai essayé d'évaluer ma situation. Ma jambe gauche était clairement cassée, l'os s'était brisé à mi-chemin entre le genou et la cheville, et je pouvais voir l'angle contre nature même à travers mon pantalon. Ma cheville droite enflait rapidement, probablement une grave entorse, peut-être aussi une fracture. J'avais atterri dans une gorge étroite, peut-être à 5 mètres en dessous de la traverse que j'essayais de franchir, avec des parois rocheuses abruptes de chaque côté et un petit ruisseau coulant au fond. J'ai réussi à sortir mon téléphone satellite de la poche de ma veste, mais l'écran était fissuré, l'appareil complètement hors service à cause de l'impact. Ma radio de secours était dans mon sac, qui s'était déchiré pendant la chute, éparpillant son contenu sur les rochers. Je pouvais voir la radio à environ 6 mètres de là, coincée entre 2 blocs de pierre. 6 mètres auraient aussi bien pu être 30 kilomètres vu mon état.
Le moindre mouvement de ma jambe gauche provoquait des vagues de douleur à me donner la nausée. Ma cheville droite ne pouvait supporter aucun poids. J'étais coincé au fond d'une gorge, dans l'une des sections les plus reculées des cascades, sans aucun moyen d'appeler à l'aide et sans aucun moyen de bouger. La première chose que j'ai faite a été d'essayer de me calmer et de penser logiquement. La panique me tuerait plus vite que mes blessures. J'ai fait l'inventaire de ce que j'avais à portée de main. Mon sac photo était resté attaché à moi, ce qui signifiait que j'avais quelques barres protéinées, une petite bouteille d'eau et ma trousse de premier secours d'urgence. Pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Je me suis traîné vers le ruisseau, utilisant mes bras pour tirer mon corps sur le sol rocheux, tout en gardant mes jambes aussi immobiles que possible. Chaque mouvement était une agonie, mais j'avais besoin d'eau. Et je devais nettoyer les coupures et les éraflures que j'avais accumulées pendant la chute. Il m'a fallu probablement 45 minutes pour parcourir les 3 mètres jusqu'au ruisseau. Quand je l'ai atteint, je tremblais de douleur et d'épuisement. J'ai rempli ma bouteille d'eau et j'ai bu à grandes gorgées, puis j'ai utilisé un peu d'eau pour laver le sang de mes mains et de mon visage. Ma trousse de premier secours contenait quelques fournitures de base. De la gaze, des lingettes antiseptiques, quelques pansements, des analgésiques. J'ai pris 3 ibuprofènes, sachant qu'ils ne feraient rien contre la douleur d'une jambe cassée, mais espérant qu'ils aideraient à réduire l'inflammation. Le soleil commençait à descendre sous la ligne de crête, et la température dans la gorge chutait rapidement. Les gorges de montagne perdent vite leur chaleur une fois que le soleil disparaît, les parois rocheuses qui fournissent de l'ombre pendant la journée devenant de froids radiateurs la nuit. J'avais besoin d'un abri, besoin de quitter la roche nue avant de perdre trop de chaleur corporelle. Il y avait un petit surplomb à environ 5 mètres en amont, un endroit où la paroi rocheuse avançait suffisamment pour offrir une certaine protection contre les éléments. Y parvenir semblait impossible, mais rester où j'étais signifiait une hypothermie certaine. J'ai commencé le processus atroce de me hisser en amont, utilisant mes bras pour traîner mon corps sur les rochers glissants tout en essayant de garder ma jambe cassée immobilisée. La douleur était constante et écrasante, une lance de feu blanc qui me transperçait la jambe au moindre mouvement. Je devais m'arrêter tous les mètres pour me reposer et respirer à travers les vagues de nausée. Par 2 fois, j'ai failli m'évanouir, ma vision s'assombrissant sur les bords avant que je ne me force à rester consciente par pure volonté. Quand j'ai atteint le surplomb, il faisait presque nuit et je tremblais de manière incontrôlable. J'ai réussi à me caler dans une position semi-protégée, le dos contre la paroi rocheuse, les jambes étendues devant moi. J'ai resserré ma veste autour de mon corps et j'ai essayé de conserver le peu de chaleur corporelle qu'il me restait. La nuit s'étendait devant moi comme une éternité de souffrance. Ma jambe lançait une douleur qui semblait avoir son propre rythme cardiaque. Chaque son dans l'obscurité me faisait sursauter, me faisait penser aux ours ou aux pumas, des prédateurs pour qui un humain blessé serait un repas facile. J'ai dérivé entre conscience et inconscience, me réveillant parfois dans l'obscurité totale, parfois dans la lumière grise de l'aube. Lorsque le matin est enfin arrivé, ma situation ne s'était pas améliorée. Au contraire, elle était pire. Ma jambe gauche avait presque doublé de volume, la peau était tendue et brillante, chaude au toucher même à travers mon pantalon. Ma cheville droite était violette et noire d'ecchymose, et je ne sentais plus mes orteils de ce pied. La douleur s'était installée en une douleur lancinante et constante, ponctuée de pics aigus chaque fois que je bougeais, même légèrement. J'ai mangé une barre protéinée et bu plus d'eau du ruisseau, essayant de garder mes forces même si je n'avais aucun appétit. J'ai passé cette journée à essayer de trouver un moyen de signaler ma présence. J'avais un petit miroir dans mon sac photo et j'ai passé des heures à essayer de capter le soleil et de le faire clignoter vers le ciel, espérant qu'un avion pourrait passer au-dessus. Rien n'est venu. J'ai essayé de crier à l'aide jusqu'à en avoir la gorge à vif, mais la gorge avalait ma voix, contenant le son entre ses parois rocheuses.
Alors que la deuxième nuit approchait, j'ai commencé à accepter l'idée que je pourrais mourir ici. Mon contact d'urgence ne s'attendrait pas à avoir de mes nouvelles avant une autre semaine. Et même alors, ils attendraient probablement un jour ou deux avant de donner l'alarme. Le temps que quelqu'un commence à me chercher, je serai probablement morte d'hypothermie, de déshydratation ou d'une infection de mes blessures. C'est cette deuxième nuit que j'ai entendu les bruits de pas pour la première fois. Ils venaient de quelque part au-dessus de la gorge, lourds et délibérés, trop lourds pour un cerf, trop rythmés pour un ours. Les ours traînent des pieds et flânent. Ces pas avaient un but, une direction. Je suis resté dans ma petite alcôve, retenant à peine ma respiration, écoutant ce qui se déplaçait le long du bord de la gorge. Puis j'ai senti une odeur, quelque chose de fort et de sauvage, comme un mélange de musc, de pain et de quelque chose d'organique que je ne pouvais identifier. Les pas se sont arrêtés presque directement au-dessus de moi. Je pouvais entendre une respiration profonde et lente, la respiration de quelque chose de grand. Je me suis plaqué contre la paroi rocheuse, mon cœur battant si fort que je le sentais dans ma jambe cassée. Puis, le son s'est estompé, les pas s'éloignant à travers la forêt, et j'étais de nouveau seul. Je me suis dit que c'était un ours. Ça devait être un ours. Que pouvait-il y avoir d'autre dans ces montagnes? Mais les pas n'avaient pas sonné comme ceux d'un ours, trop réguliers, trop mesurés. Et cette odeur, j'avais déjà rencontré des ours lors de mon travail de photographe, je connaissais leur odeur particulière. Et ce n'était pas ça. C'était autre chose. Je n'ai pas beaucoup dormi le reste de cette nuit. Chaque nerf de mon corps en alerte maximale, malgré mon épuisement. Le troisième jour a apporté la pluie, un crachin froid et constant qui a rendu les rochers glissants et a transformé le ruisseau en un torrent. Mon petit surplomb offrait une certaine protection, mais j'étais quand même mouillé, et avec la pluie est venue une chute de température qui m'a fait frissonner en quelques heures. Ma jambe empirait, le gonflement s'étendant vers mon genou, la peau prenant une teinte rougeâtre qui signalait une infection. Sans traitement médical approprié, je pourrais perdre la jambe, même si je survivais assez longtemps pour être secouru. L'infection pourrait se propager dans mon sang et me tuer de toute façon. Cet après-midi-là, j'ai de nouveau entendu les pas. Ils venaient de la même direction que la fois précédente, se déplaçant le long du bord de la gorge. Mais cette fois, ils se sont arrêtés à un point différent, quelque part derrière moi et sur la gauche. J'ai tourné la tête lentement, essayant de voir à travers la pluie, et c'est là que je l'ai vue. Elle se tenait au bord de la gorge, peut-être à 10 mètres au-dessus de moi, me regardant. La pluie tombait autour d'elle en rideau, mais elle ne semblait pas le remarquer, se tenant là comme une statue taillée dans la montagne elle-même. Même à travers la pluie, je pouvais voir qu'elle était énorme, mesurant facilement 2,40 m, peut-être plus. Son corps était couvert d'une fourrure sombre, d'un brun si profond qu'il en était presque noir, emmêlé et mouillé par la pluie. Ses épaules étaient d'une largeur invraisemblable, ses bras longs et musclés pendant au-delà de ses genoux. Mais c'est son visage qui a retenu mon attention, plat et large, avec une arcade sourcilière épaisse au-dessus d'yeux qui me regardaient avec une intelligence indéniable. Je ne sais pas combien de temps nous nous sommes regardés. Le temps semblait perdre son sens à ce moment-là, suspendu entre deux battements de cœur. Elle a légèrement penché la tête, m'étudiant de la même manière que j'étudierais un oiseau particulièrement intéressant à travers l'objectif de mon appareil photo. Puis elle s'est retournée et a disparu dans la pluie et les arbres, me laissant seul avec le seul bruit de l'eau qui tombait. Je sais ce que j'ai vu. Malgré la pluie, malgré la douleur, malgré tout, je sais ce que j'ai vu. C'était un Sasquatch, un Bigfoot, appelez-le comme vous voulez. Une créature dont la science nie l'existence, se tenant là, me regardant avec des yeux qui contenaient plus de conscience que n'importe quel animal que j'ai jamais photographié. Mon esprit rationnel a essayé de le rejeter, a essayé de trouver des explications alternatives, mais rien ne correspondait.
Un ours ne se tient pas droit comme ça, n'a pas ce visage, ne se déplace pas avec cette sorte de grâce délibérée. Une personne en costume ne serait pas dans cet endroit isolé pendant une tempête de pluie. Ce que j'ai vu était réel. La pluie a continué toute la nuit et jusqu'au lendemain matin. J'étais en mauvais état à ce moment-là, frissonnant constamment, mes pensées devenant floues et confuses. L'infection dans ma jambe se propageait, des traînées rouges et furieuses rampant au-delà de mon genou. Je manquais d'eau car le ruisseau était devenu trop boueux pour être bu en toute sécurité et ma nourriture était épuisée. Je sentais mon corps commencer à s'arrêter, les systèmes défaillant un par un à mesure que les ressources s'épuisaient. J'ai dû perdre connaissance à un moment donné ce matin-là, car la chose suivante dont je me souviens est de me réveiller avec la sensation d'être déplacé. Des bras forts me soulevaient, me berçant contre quelque chose de chaud et de doux. L'odeur était écrasante, ce même parfum de musc et de pin que j'avais détecté auparavant, mais maintenant mélangé à quelque chose de presque réconfortant, comme l'odeur d'un manteau d'hiver qu'on aurait conservé avec du bois de cèdre. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais mes paupières semblaient incroyablement lourdes. Je pouvais sentir un mouvement, un rythme de balancement, comme si quelqu'un marchait en me portant. Puis l'obscurité m'a de nouveau emporté. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un endroit sec. Le bruit constant de la pluie était assourdi, filtrant de quelque part à l'extérieur. J'étais allongé sur quelque chose de doux, une sorte de litière, et il y avait de la chaleur à proximité, un feu crépitant quelque part à ma gauche. J'ai ouvert les yeux lentement, effrayé par ce que je pourrais voir, mais aussi trop faible pour m'en soucier autant que j'aurais dû. J'étais dans une grotte. Ce fut ma première pensée cohérente. Les murs autour de moi étaient en pierre brute, courbés comme l'intérieur d'un dôme, s'élevant jusqu'à un plafond d'environ 3,50 m. La lumière venait d'un petit feu brûlant dans un foyer près du centre de la grotte, la fumée montant vers une ouverture naturelle dans le toit qui servait de cheminée. La litière sur laquelle j'étais allongé s'est avérée être une épaisse couche de branches de pin recouverte d'une sorte d'herbe séchée et de mousse étonnamment confortable vu les circonstances. Elle était assise de l'autre côté du feu, m'observant. Le Bigfoot que j'avais vu à la gorge, sans aucun doute le même. À la lueur du feu, je pouvais la voir plus clairement maintenant. Son visage était remarquable, ni tout à fait humain, ni tout à fait simiesque. Quelque chose d'ancien et d'évolué au-delà des deux. Ses yeux reflétaient la lumière du feu, sombres et profonds, remplis d'une intelligence qui me donnait l'impression qu'elle lisait dans mes pensées. Sa fourrure était sèche maintenant. Je pouvais voir qu'elle était d'un riche brun chocolat, avec des fils d'argent autour de son visage et le long de ses bras, suggérant l'âge et l'expérience. J'aurais dû être terrifié. J'étais seul dans une grotte avec une créature qui pourrait probablement me déchiqueter sans effort, incapable de courir, incapable de me battre, complètement impuissante. Mais quelque chose dans la façon dont elle me regardait, quelque chose dans le soin qui avait clairement été pris pour m'amener ici et me mettre à l'aise, rendait la peur inutile. Quelles que soient ses intentions, elle ne semblait pas être prédatrice. Elle a dû voir que j'étais réveillé, car elle a bougé alors, se levant d'un seul mouvement fluide qui démentait sa taille massive. Elle a traversé jusqu'à l'endroit où j'étais allongé et s'est agenouillée à côté de moi, approchant son visage du mien. De près, je pouvais voir chaque détail, les poils fins qui couvraient sa peau, les rides autour de ses yeux qui suggéraient des années d'expérience, le léger mouvement de ses narines alors qu'elle inspirait mon odeur. Elle a tendu une main énorme et a touché doucement mon front, de la même manière qu'une mère vérifierait la fièvre d'un enfant. Son contact était étonnamment doux, sa peau chaude et coriace. Puis, elle a parlé. Le mot qui est sorti de sa bouche était rauque et guttural, mais indubitablement un mot humain. Elle a dit « oh ». J'ai d'abord cru que j'hallucinais, que la fièvre, la douleur et l'épuisement avaient finalement brisé mon esprit. Mais ensuite, elle a tendu la main à côté d'elle et a ramassé quelque chose, un bol en bois rempli de liquide.
Elle m'a aidé à m'asseoir légèrement, soutenant ma tête d'une main massive tout en tenant le bol à mes lèvres de l'autre. L'eau était propre et fraîche et avait le goût de la chose la plus douce que j'ai jamais bue. Après avoir bu à ma soif, elle m'a doucement rallongé sur la litière et s'est éloignée pour s'occuper du feu. Je suis resté là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle avait parlé, un seul mot, mais un mot néanmoins. Un Bigfoot m'avait regardé, avait évalué mes besoins et avait communiqué en utilisant le langage humain. Tout ce que je pensais savoir sur le monde, sur l'évolution, sur les frontières entre l'humain et l'animal, était soudainement remis en question. Au cours des heures suivantes, j'ai dérivé entre conscience et inconscience. Chaque fois que je me réveillais, elle était là, s'occupant du feu, assise tranquillement à me regarder ou faisant quelque chose avec des plantes et des herbes que je ne pouvais pas bien distinguer. À un moment donné, elle est venue examiner ma jambe. Elle a défait le bandage rudimentaire que j'avais fabriqué quelques jours auparavant et a étudié la blessure avec ce que je ne peux décrire que comme un intérêt clinique. L'infection était grave, je le savais sans même regarder. Je pouvais sentir la chaleur irradiée de ma peau, sentir l'odeur douceâtre et maladive qui signifiait que les choses allaient mal. Elle a disparu pendant un certain temps après cet examen. Je suis resté seul dans la grotte, regardant le feu se consumer, me demandant si elle m'avait abandonné. Mais elle est revenue en portant une brassée de plantes, des choses avec des feuilles, des racines et des tiges que je ne reconnaissais pas. Elle s'est assise près du feu et a commencé à les préparer, en broyant certaines entre ses paumes, en écrasant d'autres entre des roches, en chauffant encore d'autres sur les flammes jusqu'à ce qu'elles deviennent molles et pulpeuses. Quand elle a eu fini, elle est venue vers moi avec une sorte de cataplasme, une pâte faite à partir des plantes qu'elle avait cueillies. Elle l'a appliquée sur ma jambe avec une douceur surprenante, couvrant le pire de l'infection avec le mélange vert et frais. Ça a piqué au début, une sensation de brûlure qui m'a fait halter, mais c'est ensuite devenu apaisant, anesthésiant, comme de la glace sur un coup de soleil. Elle a enveloppé ma jambe dans des feuilles fixées avec des lanières d'écorce, créant un bandage plus efficace que tout ce que j'avais réussi à faire moi-même. J'ai essayé de parler alors, d'essayer de dire merci. Mais ma voix est sortie comme un croassement. Elle m'a regardé et j'ai vu quelque chose comme de la compréhension dans ses yeux. Elle a touché sa poitrine une fois, un geste qui semblait significatif d'une manière ou d'une autre, puis est retournée s'occuper du feu. Je me suis endormi en la regardant travailler, me demandant si je rêvais, espérant me réveiller et découvrir que tout cela était réel. Les jours ont passé dans cette grotte. Je ne sais pas combien exactement. Le temps est devenu fluide et difficile à suivre. Elle a pris soin de moi avec une patience et un dévouement presque maternel. Elle m'apportait de l'eau plusieurs fois par jour, toujours dans le même bol en bois qu'elle avait dû sculpter elle-même à un moment donné. Elle m'apportait aussi de la nourriture, au début juste des baies, des racines et des noix, des choses faciles à manger et à digérer. Plus tard, alors que je reprenais des forces, elle a apporté de la viande, de petits animaux qu'elle avait attrapés et cuits sur le feu. La viande avait un goût de gibier mais était nourrissante et je mangeais tout ce qu'elle me donnait sans poser de questions. Ma jambe a commencé à s'améliorer presque immédiatement après qu'elle a commencé à la traiter. Les traînées rouges et furieuses se sont estompées. Le gonflement a diminué, la chaleur s'est dissipée. Quoi qu'il y ait eu dans ce cataplasme, cela fonctionnait mieux que n'importe quel antibiotique que j'ai jamais utilisé. L'infection a reculé et l'os a commencé à se ressouder. Je pouvais le sentir guérir, une étrange sensation de démangeaison profonde dans les tissus qui signifiait que les choses se remettaient en place. Alors que je devenais plus forte, elle a commencé à communiquer davantage. Son vocabulaire était limité mais s'enrichissait et j'ai réalisé qu'elle apprenait autant qu'elle enseignait. Elle pointait des choses et disait leur nom de sa voix rauque, eau, feu, nourriture, jambes, douleur, et observait mon visage pour voir si elle avait raison. Je hochais ou secouais la tête et elle s'ajustait en conséquence.
Parfois, elle essayait de nouveaux mots, les testait, voyait comment je réagissais. Arbre, roche, oiseau, dormir. J'ai commencé à lui apprendre plus de mots en retour, pointant des choses et parlant lentement, la regardant s'efforcer de former les sons avec une bouche qui n'était pas conçue pour la parole humaine. Elle a appris vite, plus vite que je ne l'aurais cru possible. En ce que j'ai estimé être environ une semaine, elle pouvait communiquer des concepts de base avec une précision raisonnable. Pas des phrases, pas encore, mais des mots enchaînés de manière à transmettre un sens. Toi besoin eau, feu garder chaud, jambes mieux maintenant. Mais c'est ce qu'elle m'a enseigné qui a vraiment changé ma compréhension de tout. Un soir, après avoir été dans la grotte depuis peut-être 2 semaines, assez forte à ce moment-là pour m'asseoir seule et même boitiller quelques pas avec une béquille improvisée qu'elle avait fabriquée à partir d'une branche, elle s'est assise en face de moi et a commencé à vraiment parler. Pas seulement des mots de base sur les besoins immédiats, mais des idées, des concepts, des vérités qu'elle voulait que je comprenne. Elle parlait lentement, choisissant ses mots avec soin, inventant parfois des mots composés ou utilisant des gestes lorsque le langage lui faisait défaut. Mais le message est passé clairement malgré la syntaxe approximative. Les humains, dit-elle en pointant vaguement dans une direction que j'ai supposé signifier la civilisation, les humains oubliés, chose importante, chose ancienne. Comment vivre bien ? Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, parlant lentement et simplement pour qu'elle puisse comprendre. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant le feu. Puis elle a commencé à expliquer. Et ce qu'elle m'a dit au cours des semaines suivantes a fondamentalement modifié ma perception de l'humanité, de la nature, de ma propre place dans le monde. Il y en a d'autres, a-t-elle expliqué. D'autres de son espèce, dispersés dans les endroits sauvages du monde, dans les forêts profondes, les montagnes reculées et les vallées cachées. Ils sont ici depuis plus longtemps que les humains, a-t-elle dit, observant depuis la lisière, observant la civilisation humaine s'élever et s'étendre sur la Terre. Ils se souviennent d'une époque où les humains étaient différents, où nous vivions comme une partie de la forêt plutôt qu'en dehors d'elle. Ils se souviennent de l'époque où nous comprenions notre place dans la toile de la vie, où nous ne prenions que ce dont nous avions besoin et rendions ce que nous pouvions. Elle m'a dit que son peuple, si je peux l'appeler ainsi, a un devoir. Ils sont des gardiens, des protecteurs des lieux sauvages qui subsistent. Ils maintiennent l'équilibre entre les espèces, encouragent la diversité, protègent les anciens écosystèmes dont les humains modernes ont largement oublié l'existence. Ils comprennent des connexions que notre science commence à peine à saisir, des relations entre les plantes, les animaux, le sol et l'eau qui s'étendent sur des siècles et créent une résilience face au changement. Je lui ai demandé pourquoi il se cache, pourquoi il ne se révèle pas pour essayer de nous aider à comprendre. Elle m'a regardé avec ses yeux profonds et intelligents et a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle a dit qu'il y a longtemps, lorsque les humains ont commencé à changer, à se séparer de la nature et à revendiquer leur domination sur elle, son peuple a essayé de communiquer. Ils ont essayé d'enseigner, de guider, d'aider les humains à se souvenir de ce qu'ils perdaient. Mais les humains avaient peur de ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont attaqué ce qui était différent, détruit ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Réduit au silence, les voix qui contestaient leurs croyances croissantes, qu'ils étaient les maîtres du monde plutôt que ses membres. Alors son peuple s'est retiré. Ils se sont enfoncés plus profondément dans la nature sauvage, plus loin des établissements humains, observant et attendant. Ils espéraient que les humains finiraient par se souvenir d'eux-mêmes, qu'ils reconnaîtraient les dégâts qu'ils causaient et choisiraient une autre voie. Mais l'oubli n'a fait que s'approfondir, a-t-elle dit. Chaque génération en savait moins que la précédente. Le savoir ancien, la compréhension de la connexion, de l'équilibre et de la responsabilité s'est estompé jusqu'à disparaître presque complètement. Elle m'a parlé des forêts, du fait qu'elles ne sont pas seulement des collections d'arbres, mais des communautés vivantes, des réseaux de relations et d'échanges
qui s'étendent sur des montagnes entières. Les arbres, m'a-t-elle expliqué, se parlent par leurs racines, partageant nutriments, informations et avertissements. Les animaux servent de messagers, transportant des graines et distribuant des nutriments, leurs mouvements étant chorégraphiés par des instincts qui reflètent des millénaires d'évolution. Même l'eau a un rôle, transportant des minéraux et des microbes, façonnant la terre par une patiente persévérance, reliant des lieux distants de manière que les humains considèrent rarement. Je lui ai demandé comment elle savait tout cela, comment son peuple avait acquis une telle compréhension. Elle a dit qu'ils apprenaient en regardant, en étant patients, en prêtant attention sur des générations. Les humains, a-t-elle dit, sont toujours pressés. Ils veulent tout comprendre rapidement, le réduire à des explications simples, le contrôler. Mais les vérités profondes du monde naturel ne peuvent être précipitées. Elles se révèlent lentement, sur des vies entières, sur des siècles, à ceux qui sont prêts à regarder, à attendre et à écouter. Il y avait de la tristesse dans sa voix quand elle parlait de ce que les humains font à la terre. Pas de la colère, pas du jugement, juste un profond chagrin de voir quelque chose de beau être détruit. Elle a parlé des forêts coupées, des rivières empoisonnées, de l'air rempli de choses qui ne devraient pas s'y trouver. Elle a parlé des espèces qui disparaissent, de types entiers de vie qui s'éteignent, emportant avec eux des connaissances et des relations qui ne pourraient jamais être récupérées. Elle a décrit l'équilibre perturbé des systèmes qui avaient fonctionné pendant des millions d'années, s'effondrant soudainement parce que trop de pièces avaient été retirées. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle ne blâmait pas les humains pour cette destruction. Elle la voyait comme une sorte de maladie collective, un oubli qui s'était propagé à travers la culture humaine, comme une épidémie. Les humains ne savent pas, a-t-elle dit. Ils ont oublié qu'ils font partie de tout, que ce qu'ils font à la terre, ils se le font à eux-mêmes. Ils pensent être séparés, au-dessus, en contrôle. Mais ils ne le sont pas. Ils sont tissés dans la même toile que tout le reste, et quand ils déchirent cette toile, ils se déchirent eux-mêmes. J'ai passé des heures à parler avec elle, à apprendre sa façon de voir le monde. Elle m'a appris à écouter la forêt, à entendre les messages dans les chants d'oiseaux, les bruits d'insectes et le craquement des branches. Elle m'a montré comment lire les traces non seulement comme des signes du passage d'un animal, mais comme des histoires, des récits de comportements, de relations et de communautés. Elle m'a expliqué comment identifier les plantes non seulement par leur apparence, mais par leur rôle dans l'écosystème, comment elles interagissaient avec d'autres espèces, ce qu'elles apportaient à l'ensemble. Un jour, quand j'ai été assez forte, elle m'a conduite hors de la grotte, pour la première fois depuis qu'elle m'y avait amenée. Nous avons débouché sur une corniche étroite, surplombant une vallée que je ne reconnaissais pas. Une forêt dense s'étendant dans toutes les directions, des montagnes se dressant au loin, une rivière scintillant d'argent bien en dessous. La beauté de la scène m'a coupé le souffle, pas seulement le spectacle visuel, mais le sentiment de vie, d'interconnexion, de finalité qui semblait émaner de chaque arbre, chaque rocher et chaque cours d'eau. Elle se tenait à côté de moi, regardant la même vue, et j'ai réalisé qu'elle voyait quelque chose de différent de ce que je voyais. Là où je voyais un joli paysage, elle voyait une communauté, un vaste système vivant, avec d'innombrables membres jouant tous leur rôle. Elle m'a montré des choses que j'aurais manquées. Un bosquet particulier de cèdres qui abritait une famille de hiboux, une prairie en contrebas où les wapitis se rassemblaient tôt le matin, les formes dans la canopée de la forêt qui révélaient où les cours d'eau coulaient sous terre. Toute la vallée, a-t-elle expliqué, était connectée. Rien n'existait de manière isolée. Tout affectait tout le reste. Nous sommes retournés dans la grotte alors que le soleil se couchait, et elle a préparé le dîner pendant que j'étais assise à la regarder, essayant d'absorber tout ce que j'avais appris. Ma jambe guérissait bien, assez forte maintenant pour que je puisse marcher sur de courtes distances avec juste une légère claudication. Dans quelques jours, je le savais, je serais assez bien pour partir, pour essayer de retrouver le chemin de la civilisation.
Cette pensée m'a rempli d'émotions complexes, le désir de rentrer chez moi mêlé à la réticence de quitter ce lieu de révélation. Cette nuit-là, elle m'a dit ce qu'elle voulait que je fasse. Elle a dit qu'elle avait choisi de me sauver pour une raison, qu'elle m'avait observé pendant plusieurs jours avant mon accident, qu'elle avait vu quelque chose en moi qui suggérait que je pourrais être prête à entendre la vérité. Tout le monde n'était pas prêt, a-t-elle expliqué. La plupart des humains étaient trop profondément endormis, trop pris dans leur oubli pour se réveiller même lorsqu'on leur montrait la réalité des choses. Mais certains, quelques-uns, étaient différents. Ils avaient la capacité de se souvenir, de comprendre, d'aider les autres à commencer le voyage de retour vers l'équilibre. Elle voulait que je sois une messagère. Pas pour prouver que son peuple existait, elle a insisté très fortement sur ce point. Elle n'avait aucun désir d'être découverte, que des humains envahissent les lieux sauvages, à la recherche de créatures à capturer, à étudier ou à exploiter. Le message ne la concernait pas. Le message concernait la relation de l'humanité avec le monde naturel, le besoin urgent de se souvenir de ce qui avait été oublié avant qu'il ne soit trop tard. Je lui ai demandé ce que je devais dire aux gens, comment je devais partager ce message. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, regardant le feu. Puis elle a parlé, et ses mots ont été les plus clairs que j'ai jamais entendus de sa part, comme si tout ce qu'elle m'avait enseigné avait mené à ce moment. Elle m'a dit de dire aux humains qu'ils font partie d'un monde vivant, qu'ils n'en sont pas séparés, qu'ils ne sont pas au-dessus. De leur dire que ce qu'ils font à la terre, ils se le font à eux-mêmes, que la santé des forêts, des rivières et des océans est leur propre santé. Pas une chose distincte à gérer ou à exploiter, mais une extension de leur propre corps et esprit. De leur dire que chaque espèce qui disparaît emporte quelque chose d'irremplaçable avec elle, des connaissances, des relations et des possibilités qui ne peuvent jamais être récupérées. De leur dire que les lieux sauvages ont besoin de protection, non pas parce qu'ils sont beaux à regarder ou bons pour les loisirs, mais parce qu'ils sont essentiels, les poumons, les reins et le système immunitaire d'une planète vivante. Dites-leur, a-t-elle dit, qu'il est encore temps. Les dégâts sont graves, mais pas complets. Les systèmes sont stressés, mais pas brisés. La guérison est possible si les humains la choisissent, si assez d'entre eux se réveillent, se souviennent et commencent à vivre différemment. Dites-leur qu'ils ont une responsabilité, que leur intelligence et leur capacité sont destinées à être utilisées pour prendre soin, non pour conquérir, pour guérir, non pour exploiter. Dites-leur qu'ils ne sont pas seuls, a-t-elle ajouté. Dites-leur qu'il y en a d'autres, des intelligences qu'ils n'ont pas reconnues, qui observent et espèrent. Dites-leur que les lieux sauvages ont encore leurs gardiens, des êtres qui se souviennent des anciennes coutumes et maintiennent les équilibres ancestraux. Dites-leur que de l'aide est disponible s'ils sont prêts à l'accepter, des conseils s'ils sont prêts à écouter, de l'espoir s'ils sont prêts à changer. Elle m'a regardé avec ses yeux profonds et sages, et j'y ai vu des siècles de patience, des millénaires d'observation, d'attente et d'espoir. J'ai vu de la tristesse pour tout ce qui avait été perdu et pourrait encore l'être, mais j'ai aussi vu de l'espoir, fragile mais persistant, le même espoir qui pousse les plantes à pousser à travers le béton, les animaux à s'adapter aux conditions changeantes et la vie à persister contre vents et marées. Je lui ai demandé si elle pensait que les humains écouteraient. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Elle a dit que les humains avaient déjà surpris son peuple, parfois de manière terrible et parfois de manière magnifique. Les humains ont la capacité à la fois d'une grande destruction et d'une grande guérison, a-t-elle dit. La capacité qui prévaut dépend des choix individuels faits par des millions de personnes chaque jour. Chaque choix compte, a-t-elle souligné. Chaque acte de souvenir, chaque geste vers l'équilibre, chaque décision de prendre moins et de donner plus, tout cela compte. Le poids accumulé de ces choix détermine l'avenir. Le lendemain matin, elle m'a conduite hors de la grotte
et le long d'une série de sentiers que je n'aurais jamais pu trouver seul. Nous avons marché la majeure partie de la journée, nous arrêtant pour nous reposer quand ma jambe en avait besoin, partageant un simple repas de viande séchée et de baies. En fin d'après-midi, nous avions atteint une crête surplombant une vallée que je reconnaissais, la même vallée où mon camion était garé au départ d'un sentier, à environ 8 kilomètres en contrebas. Elle s'est arrêtée à la lisière des arbres et m'a regardé, et j'ai compris que c'était là que nous nous séparerions. Je ne voulais pas partir, je ne voulais pas retourner dans un monde qui me semblait soudainement superficiel, distrait et endormi. Mais je comprenais aussi que mon but était désormais là-bas, pas dans la nature sauvage, pas dans la clandestinité. Mon but était de porter son message dans le monde humain, de faire ce que je pouvais pour aider les gens à se souvenir. J'ai essayé de la remercier, mais les mots semblaient inadéquats. Elle a touché doucement mon visage, sa main massive presque tendre, et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Maintenant, tu enseignes. Aide les humains à se souvenir. Nous observons, nous espérons, nous attendons. » Puis elle s'est retournée et est retournée dans la forêt, disparaissant dans les ombres si rapidement et si complètement qu'en quelques secondes, je ne pouvais plus voir aucune trace d'elle. Je suis resté là longtemps, regardant les arbres où elle avait disparu, sentant le poids de ce que j'avais vécu et de ce qu'on m'avait demandé de faire. La descente jusqu'au départ du sentier m'a pris le reste de l'après-midi, ma jambe en voie de guérison protestant au moment où j'ai atteint mon camion. Tout était comme je l'avais laissé des semaines auparavant, couvert de feuilles mortes, mais sinon intactes. J'ai conduit jusqu'à la ville la plus proche et je suis entré dans le poste des gardes forestiers. Et l'expression sur le visage du garde, quand il m'a vu, m'a dit depuis combien de temps j'étais parti. Près de 3 semaines, a-t-il dit. 3 semaines depuis que je n'avais pas donné de nouvelles à la date prévue. Des équipes de recherche avaient été envoyées, avaient fouillé la zone où j'étais censé être, n'avaient trouvé aucune trace. Ils étaient sur le point d'abandonner, de me déclarer perdu. Je leur ai raconté une version de ce qui s'était passé, une version éditée. J'ai dit que j'étais tombé, que je m'étais cassé la jambe, que j'avais trouvé refuge dans une grotte, que j'avais réussi à soigner mes blessures avec des remèdes naturels et à attendre d'être assez guéri pour repartir. Ils ont accepté cette explication, plus ou moins, bien qu'ils aient semblé perplexes par la façon dont ma jambe avait bien guéri, étant donné la gravité apparente de la fracture. Les radiographies de l'hôpital ont confirmé que l'os avait été fracturé et s'était en quelque sorte ressoudé parfaitement. Ce que les médecins ont dit aurait dû prendre des mois de traitement et de kinésithérapie. Je suis retourné à ma vie après cela, mais tout était différent. Le monde que j'avais tenu pour acquis me semblait maintenant étrange et urgent. J'ai remarqué des choses que j'avais négligées auparavant, les façons dont les humains interagissent avec la nature, la destruction désinvolte que nous remarquons à peine. J'ai vu la déconnexion partout, dans la façon dont les gens se déplaçaient dans le monde sans le voir, dans la façon dont nous traitons les animaux, les plantes et les écosystèmes comme des ressources plutôt que comme des parents. J'ai commencé à changer ma façon de travailler. Ma photographie avait toujours consisté à capturer de belles images de la faune et de la nature sauvage, mais maintenant je comprenais qu'elle pouvait être quelque chose de plus. Elle pouvait être une forme d'enseignement, une façon d'aider les gens à voir ce qu'ils perdaient, ce qu'ils risquaient de perdre s'ils ne changeaient pas. J'ai commencé à inclure plus de contexte dans mes présentations, à parler des écosystèmes, des connexions et des relations, essayant d'aider les gens à comprendre que les animaux et les paysages de mes photos n'étaient pas seulement de jolies images, mais des membres d'une communauté à laquelle nous appartenons tous. J'ai aussi commencé à parler plus directement de la conservation, du besoin urgent de protéger ce qui reste du monde sauvage. J'ai donné des conférences dans des écoles et des centres communautaires, lors de congrès et de rassemblements, partout où les gens voulaient être bien écoutés. Je leur ai parlé des forêts, des rivières et des animaux, de la toile de connexion qui soutient toute vie, des dégâts causés et de la guérison qui est encore possible.
Je n'ai jamais mentionné ce qui m'était vraiment arrivé dans ces montagnes, n'ai jamais parlé du Bigfoot, de la grotte ou des choses qu'elle m'a apprises. Comme elle l'a dit, la plupart des gens ne sont pas prêts pour cette vérité. Ils la rejetteraient, la ridiculiseraient, l'utiliseraient pour saper tout ce que j'essayais de dire. Mais le message lui-même, la vérité fondamentale qu'elle voulait que je partage, ça, je pouvais le dire. Et j'ai trouvé que les gens étaient plus réceptifs que je ne l'avais prévu. Quelque chose est en train de changer dans la conscience humaine, une prise de conscience croissante, que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme nous l'avons fait, que la Terre a des limites et que nous les approchons. De plus en plus de gens posent des questions, cherchent des alternatives, veulent faire partie de la solution plutôt que du problème. Les graines du changement germent, lentement mais sûrement. Ces jours-ci, je passe autant de temps que possible dans la nature, non seulement pour la photographier, mais pour en faire partie, pour me souvenir de ce que j'ai appris dans cette grotte. J'ai développé une sensibilité que je n'avais pas auparavant, une capacité à sentir la forêt autour de moi d'une manière plus profonde. Je remarque des choses que les autres manquent, les signes subtils de santé et de maladie dans un écosystème, les histoires racontées par les traces, les excréments et les schémas d'alimentation, le langage des oiseaux et des insectes que j'apprends lentement à comprendre. Parfois, quand je suis au fin fond de l'arrière-pays, loin des sentiers et des autres humains, je sens cette odeur, musquée et sauvage, de pin, de terre et de quelque chose d'uniquement autre. Je sais qu'elle est à proximité alors, ou l'un des siens, observant depuis les ombres, prenant des nouvelles de l'humaine qui a appris à écouter. Je ne les vois jamais à ces occasions, ils sont trop doués pour rester cachés. Mais je sens leur présence, et cela me suffit. Cela me rappelle que je ne suis pas seul dans ce travail, qu'il y en a d'autres qui font leur part pour maintenir l'équilibre. J'ai changé toute mon approche de la vie. Je vois tout différemment maintenant. Quand je marche dans une forêt, je ne me déplace pas seulement à travers une collection d'arbres. Je traverse une communauté d'êtres interconnectés, chacun jouant son rôle dans un vaste système d'échange et de soutien. Quand je rencontre des animaux, je ne les vois pas comme des créatures séparées de moi-même, mais comme des parents, des compagnons de voyage sur cette planète, des membres de la même famille de la vie. Quand je regarde une rivière, un océan ou une montagne, je ne vois pas seulement un paysage, mais des organes vitaux dans le corps de la Terre, essentiels à la santé de tout le reste. Je suis devenu ce qu'elle m'a demandé de devenir, un pont entre le monde humain et le monde sauvage. À ma petite échelle, j'apprends aux gens à se souvenir de ce qu'ils ont oublié, à voir ce qu'ils ont négligé, à comprendre ce qu'ils ont ignoré. C'est un travail lent, parfois frustrant, qui semble souvent futile face à la destruction qui continue tout autour de nous. Mais je continue parce que je me souviens de ce qu'elle m'a dit, que chaque choix compte, que le poids accumulé de nombreux petits choix détermine l'avenir. Le message qu'on m'a demandé de partager est simple mais profond. Nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous en faisons partie, nous y sommes tissés, nous en dépendons. Ce que nous faisons à la Terre, nous nous le faisons à nous-mêmes. La santé des forêts, des rivières et des océans est notre propre santé, pas quelque chose de séparé à gérer ou à exploiter. Chaque espèce qui disparaît emporte quelque chose d'irremplaçable avec elle. Les lieux sauvages ont besoin de protection non pas parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils sont nécessaires. Nous avons la responsabilité d'être des gardiens, pas des conquérants, des guérisseurs, pas des exploiteurs. Et il est encore temps, si assez d'entre nous se réveillent, se souviennent et choisissent différemment. C'est ce qu'elle voulait que je partage. C'est la vérité que j'ai apprise pendant ces semaines dans la nature, brisée et impuissante, soignée par un être dont la science nie l'existence. Il ne s'agit pas de prouver que les Sasquatch sont réels, bien qu'ils le soient. Il ne s'agit pas de convaincre les sceptiques ou de produire des preuves que les scientifiques pourront débattre. Il s'agit du message lui-même, de la vérité sur la connexion, l'équilibre et la responsabilité dont les humains ont désespérément besoin de se souvenir. Je pense souvent à elle, mon enseignante,
ma guérisseuse, mon guide. Je pense à la patience dont elle a fait preuve, en prenant soin d'une étrangère qui appartenait à une espèce qui a fait tant de mal au monde qu'elle protège. Je pense à l'espoir qu'elle a exprimé, fragile mais persistant, que les humains pourraient encore choisir une autre voie. Je pense à son peuple, dispersé dans les lieux sauvages, observant et attendant, maintenant les anciennes coutumes tout en espérant que nous nous souviendrons des nôtres. Je n'ai jamais su son nom, si tant est que son peuple utilise des noms comme nous le faisons. Je n'ai jamais su où j'étais exactement pendant ces semaines sous sa garde. La grotte pourrait être n'importe où dans ces montagnes, cachée dans un labyrinthe de crêtes et de vallées que je ne pourrais pas retrouver même si j'essayais. C'est comme ça qu'elle le veut, je le sais. La survie de son peuple dépend de leur capacité à rester cachés, à éviter la découverte qui amènerait les humains à envahir leur dernier refuge. Mais parfois, tard dans la nuit, quand je suis allongé dans ma tente sous les étoiles, je ressens une connexion qui transcende la distance. Je me sens lié à elle d'une manière ou d'une autre, à tous les siens, faisant partie d'une toile de conscience qui s'étend sur les lieux sauvages du monde. C'est probablement mon imagination, probablement juste le souvenir de ce que j'ai vécu qui joue des tours à mon esprit. Mais cela semble réel, et d'une certaine manière, c'est ce qui compte. Le sentiment de connexion, d'appartenance à quelque chose de plus grand que moi, d'avoir un rôle et un but dans la grande toile de la vie, c'est ce qu'elle m'a donné en même temps que la vie, et c'est le plus grand cadeau que j'ai jamais reçu. Je n'ai jamais raconté à personne toute la vérité sur ce qui m'est arrivé. J'écris ce récit sans savoir si quelqu'un le lira un jour, ou si quelqu'un qui le lira le croira. Elle avait raison de dire que la plupart des gens ne sont pas prêts. Ils le rejetteraient comme une fantaisie ou une maladie mentale, se concentreraient sur la demande de preuves plutôt que d'entendre le message. Mais je le raconte maintenant parce que, d'une manière ou d'une autre, il semble important de le consigner, d'avoir la vérité écrite quelque part, même si elle n'atteint jamais un large public. Le Sasquatch existe. J'en ai vu un, j'ai été touché par un, j'ai parlé avec un. J'ai appris d'une intelligence ancienne qui précède la civilisation humaine, qui comprend des choses sur le monde naturel que nous avons oubliées ou n'avons jamais su. Et la vérité qu'elle voulait que je partage est plus urgente que jamais car nous manquons de temps. Le changement climatique s'accélère. Les espèces disparaissent à des rythmes jamais vus depuis la mort des dinosaures. Les forêts brûlent et sont coupées. Les océans s'acidifient et se remplissent de plastique. Les systèmes qui soutiennent toute vie, y compris la vie humaine, sont poussés à leurs limites et au-delà. Si nous ne changeons pas de cap, et bientôt, les dégâts pourraient devenir irréversibles, les pertes permanentes, l'avenir compromis. Mais le changement est possible. Je le vois se produire, lentement mais sûrement. De plus en plus de gens se réveillent, se souviennent, choisissent différemment. Le mouvement écologiste grandit et s'approfondit, allant au-delà des préoccupations de surface sur le recyclage et les empreintes carbone pour s'attaquer à la question fondamentale de la relation de l'humanité avec le monde naturel. Les peuples autochtones du monde entier revendiquent leur savoir traditionnel et exigent qu'il soit respecté. Les scientifiques découvrent ce que les peuples traditionnels ont toujours su, que tout dans la nature est connecté de manière que nous commençons à peine à comprendre. Le vent commence à tourner, m'a-t-elle dit, lors d'un de nos derniers jours ensemble. Lentement, douloureusement, mais il tourne. J'en suis venu à croire que c'est vrai, non pas parce que je suis optimiste de nature. Je suis en fait assez pessimiste sur beaucoup de choses, mais parce que j'ai vu les graines du changement germer, senti le changement de conscience qui commence à se répandre dans la culture humaine. Quelque chose est en train de changer. Est-ce que cela changera assez vite, assez profondément, assez largement pour faire une différence? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais la possibilité est là. Et la possibilité vaut la peine de se battre pour elle. Alors je continue mon travail, enseignant,
partageant et essayant d'aider les gens à voir ce qu'ils ont négligé. Je protège ce que je peux, je m'exprime quand je le peux, je choisis différemment où je le peux. Je ne suis pas parfaite, personne ne l'est. Je participe toujours au monde moderne, avec tous ses compromis et ses contradictions. Je conduis toujours une voiture, j'utilise de l'électricité et je consomme des ressources qui proviennent de lieux et de processus auxquels je préférerais ne pas penser. Mais j'essaie, je fais ma part, je sème des graines. Et je porte son message avec moi toujours, la vérité qu'elle voulait que je partage. Nous faisons partie de ce monde, nous n'en sommes pas séparés. Ce que nous faisons à la terre, nous nous le faisons à nous-mêmes. Les lieux sauvages ont besoin de protection. Nous sommes censés être des gardiens. Il est encore temps. Ces vérités simples, si assez de gens les prenaient à cœur et vivaient selon elles, pourraient tout changer, pourraient guérir ce qui a été endommagé, restaurer ce qui a été perdu, créer un avenir qui en vaut la peine. C'est ce que j'ai appris dans cette grotte. C'est ce qu'elle m'a donné en même temps que la vie. Et chaque jour, j'essaie d'être digne de ce don. Parfois, je me demande ce qui se passerait si son peuple se révélait, s'ils sortaient de l'ombre et rendèrent leur existence indéniable. Est-ce que cela choquerait les humains au point de les faire reconnaître, comprendre que le monde est plus étrange, plus riche et plus mystérieux que nous ne nous sommes permis de le croire? Est-ce que cela nous aiderait à nous souvenir que nous ne sommes pas la seule intelligence sur cette planète, pas les seuls êtres avec une conscience, un but et une valeur? Mais je comprends pourquoi ils restent cachés. J'ai vu comment les humains réagissent à ce qu'ils ne comprennent pas, la peur, l'hostilité et le désir de contrôler. Si son peuple se révélait, il serait chassé, capturé, étudié, exploité. Leur dernier refuge serait envahi, leurs secrets extraits, leur liberté détruite. L'existence même qui leur a permis de servir de gardiens pendant si longtemps prendrait fin. Non, se cacher est le bon choix, le choix nécessaire. Leur don au monde doit rester anonyme, non reconnu, non prouvé. Ce qu'ils offrent à la place, c'est le message, la vérité sur la connexion, l'équilibre et la responsabilité. Et ils l'offrent par des messagers comme moi, des humains ordinaires à qui l'on a accordé un aperçu derrière le voile et demandé de partager ce qu'ils ont vu. Je ne sais pas combien d'autres il y a comme moi, des gens qui ont rencontré son espèce et en ont été changés, peut-être beaucoup, peut-être peu. Nous ne nous faisons pas de publicité, ne formons pas de club ou d'association, ne comparons pas nos notes. Nous faisons simplement notre travail, répandant le message à notre manière, essayant d'aider les humains à se souvenir. Je suis retourné dans ces montagnes de nombreuses fois depuis mon expérience, parcourant les sentiers que je connais et en explorant de nouveaux. Je n'ai jamais retrouvé la grotte, n'ai jamais vu clairement elle ou l'un des siens, mais je les sens parfois, je sens leur présence observant depuis les arbres, et je trouve du réconfort dans cela. Ils sont toujours là, gardant toujours les lieux sauvages, espérant toujours que les humains se réveilleront. Leur patience est immense, s'étendant sur des générations et des siècles, attendant que nous nous souvenions de ce que nous avons oublié. La partie la plus difficile de porter ce message est de savoir à quel point il est urgent, tout en étant incapable de faire comprendre cette urgence aux gens. Chaque jour qui passe sans changement suffisant, plus de dégâts sont causés. Plus de forêts tombent, plus d'espèces disparaissent, plus de carbone s'accumule dans l'atmosphère. La fenêtre pour prévenir un changement catastrophique se rétrécit. Et pourtant, je ne peux pas forcer les gens à s'en soucier, je ne peux pas leur faire comprendre s'ils ne sont pas prêts. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à parler, continuer à enseigner, continuer à espérer qu'assez de gens entendront et répondront. Elle m'a dit un jour que les humains ont un choix, que nous sommes à un tournant et que la direction que nous choisirons déterminera tout. Continuerons-nous à oublier, à détruire, à nous séparer du monde vivant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui en vaille la peine? Ou nous souviendrons-nous, nous réveillerons-nous, reviendrons-nous à l'équilibre
Et prendrons-nous notre juste place en tant que gardiens de cette belle terre interconnectée? J'ai fait mon choix. Je choisis de me souvenir. Je choisis de me soucier. Je choisis de faire partie de la guérison. Et j'espère de tout mon être qu'assez d'autres humains feront le même choix avant qu'il ne soit trop tard. Tant qu'il est encore temps de restaurer l'équilibre, tant qu'il y a encore des enseignants dans la nature sauvage prêts à nous guider vers la vérité que nous avons oubliée. C'est ce qu'elle voulait que je partage. C'est ce que j'ai appris pendant ces semaines dans la nature, brisée et impuissante, soignée par une créature qui ne devrait pas exister, mais qui existe. C'est la vérité que je vis maintenant, chaque jour. Et cela a tout changé. Je repense à qui j'étais avant cette chute, avant la grotte, avant elle. J'étais une bonne photographe, respectée dans mon domaine, passionnée par la nature et la faune. Mais j'étais aussi endormi sur des points importants, appréciant les choses de manière superficielle, sans vraiment comprendre ce que j'appréciais. J'aimais la nature sans reconnaître que j'en faisais partie. J'appréciais la faune sans voir que leur vie et la mienne étaient entremêlées. Je photographiais des écosystèmes sans comprendre que je photographiais les systèmes qui soutenaient ma propre existence. Maintenant, je vois différemment. Chaque photographie que je prends est un portrait de famille, une documentation de parents avec qui je partage cette planète. Chaque paysage est un autoportrait en un sens, une image du corps qui soutient mon corps, de la vie qui permet ma vie. Cette compréhension a rendu mon travail meilleur, je pense, plus vivant, plus connecté à quelque chose de réel. Les gens réagissent différemment à mes photographies maintenant, bien qu'ils ne pourraient probablement pas dire pourquoi. Il y a une qualité d'intimité en elles qui n'était pas là avant, un sentiment de relation plutôt que de simple observation. La communauté scientifique a ses propres façons de découvrir ce que les peuples traditionnels et les gardiens cachés savent depuis longtemps. Chaque année, de nouvelles recherches révèlent davantage sur la complexité des systèmes naturels, l'intelligence des êtres non humains, les connexions profondes qui lient en toute vie. Les scientifiques ont découvert que les arbres communiquent par des réseaux fongiques souterrains, partageant nutriments et informations sur de vastes distances. Ils ont découvert que les animaux ont des cultures transmettant des connaissances de génération en génération d'une manière que l'on pensait autrefois uniquement humaine. Ils ont documenté l'interdépendance des espèces dans les écosystèmes, montrant comment la suppression d'une espèce peut avoir des conséquences en cascade sur tout le système. Tout cela confirme ce qu'elle m'a dit, ce que son peuple a compris depuis des millénaires. La méthode scientifique rattrape enfin la sagesse ancienne, prouvant par une étude minutieuse ce que l'intuition, l'observation et la patience avaient déjà révélé. Cette convergence me donne de l'espoir. Elle suggère que la vérité qu'elle voulait que je partage n'est pas seulement spirituelle ou mystique, elle est pratique et vérifiable. L'interconnexion de toutes choses n'est pas une croyance à accepter par la foi, c'est une réalité qui peut être démontrée, mesurée, testée. Non que la dimension spirituelle soit sans importance. Il y a quelque chose dans le fait d'être dans un lieu vraiment sauvage qui affecte l'âme d'une manière que la science peine à capturer. L'émerveillement de se tenir sous des arbres anciens, la paix d'écouter un ruisseau, la joie de regarder les animaux dans leur élément, ces expériences touchent quelque chose de profond en nous, quelque chose qui se souvient peut-être d'une époque où les humains vivaient plus près de la terre. Cette connexion spirituelle à la nature fait partie de ce que nous avons perdu, partie de ce qui doit être retrouvé, et elle ne peut être réduite à des données ou reproduite en laboratoire. Elle semblait comprendre cette double nature de la vérité, la façon dont elle a des dimensions à la fois pratiques et spirituelles. Quand elle parlait des forêts, des rivières et des animaux, elle passait sans heurts de ce que nous pourrions appeler des faits scientifiques à ce que nous pourrions appeler des perceptions mystiques. Les deux n'étaient pas séparés pour elle, n'étaient pas des catégories de connaissances différentes. Ils étaient juste des aspects différents de la même réalité, des manières différentes de décrire le même monde interconnecté, vivant et plein de sens.
J'ai essayé de porter cette intégration dans mon propre travail et ma propre vie. Quand j'enseigne les écosystèmes, j'inclus à la fois les faits mesurables et les réalités expérientielles. Je parle des chaînes alimentaires et des cycles nutritifs, mais je parle aussi du sentiment d'être dans une forêt saine, du sentiment de vitalité qui imprègne un lieu vraiment sauvage. Je montre aux gens des données sur le déclin des populations et la perte d'habitat, mais je les emmène aussi dehors pour faire l'expérience de ce qui est perdu, pour le sentir dans leur corps plutôt que de simplement le comprendre dans leur esprit. Cette approche semble mieux fonctionner que l'une ou l'autre seule. Les faits purs peuvent laisser les gens froids, indifférents, déconnectés de ce que les faits signifient pour leur vie. L'expérience pure peut laisser les gens sans le cadre pour comprendre ce qu'ils vivent ou les connaissances pour agir en conséquence. Mais lorsque vous combinez les deux, lorsque vous donnez aux gens à la fois les données et la rencontre directe, quelque chose change. Ils commencent à comprendre non seulement intellectuellement mais viscéralement que cela compte, qu'ils en font partie, que leurs choix font une différence. Je fais ce travail depuis plusieurs années maintenant, depuis que je suis descendu de ces montagnes. Cela m'a changé d'une manière que je découvre encore. Je suis plus patiente qu'avant, plus disposée à voir les choses sur le long terme. Elle m'a appris que le vrai changement se produit lentement, sur des générations, par des choix accumulés et une conscience qui s'éveille. Le précipité ne fonctionne pas, le forcé ne fonctionne pas. On sème des graines, on s'en occupe et on fait confiance au processus. Je suis aussi plus humble qu'avant. Auparavant, je pensais comprendre beaucoup de choses sur la nature parce que j'avais passé tant de temps à la photographier. Maintenant, je sais que je comprends très peu, que le monde naturel est bien plus complexe, mystérieux et intelligent que je ne peux le saisir. Cette humilité fait de moi une meilleure observatrice et une meilleure enseignante. J'aborde tout avec curiosité plutôt qu'avec certitude, avec émerveillement plutôt qu'avec expertise. Et je suis plus connecté qu'avant. Pas seulement à la nature, bien que cette connexion se soit approfondie de manière incommensurable. Aussi aux autres personnes, même celles avec qui je suis en désaccord ou que je ne comprends pas. Je vois maintenant que nous faisons tous partie de la même toile, tous membres de la même espèce, luttant pour trouver notre chemin. Les gens qui détruisent l'environnement ne sont pas mauvais, pour la plupart. Ils sont endormis, déconnectés, pris dans des systèmes qui rendent la destruction facile et la protection difficile. Le travail n'est pas de les juger, mais de les aider à se réveiller, de faciliter les meilleurs choix, de faire évoluer tout le système dans une direction plus saine. Mes relations avec d'autres militants écologistes ont également changé. Avant, je me sentais souvent frustré par les gens qui ne voyaient pas les choses comme moi, n'agissaient pas avec une urgence suffisante, ne comprenaient pas ce qui était en jeu. Maintenant, j'ai plus de compassion pour la difficulté du travail, plus d'appréciation pour chaque effort, aussi petit soit-il. Nous faisons tous ce que nous pouvons avec ce que nous avons. L'important est de continuer à essayer, de continuer à garder espoir, même quand cela semble futile. Il y a eu des moments difficiles, des moments où le poids du message m'a semblé trop lourd, où l'urgence de la situation a submergé ma capacité de patience. J'ai eu des nuits où je suis resté éveillé à me demander si tout cela comptait, si les humains changeraient un jour assez vite, si les dégâts s'avéreraient irréversibles malgré tout ce que nous faisons. Dans ces moments-là, je me souviens de son visage, de ses yeux, des siècles de patience qu'il contenait. Si elle et les siens peuvent garder espoir à travers les générations, à travers les millénaires, alors je peux certainement le garder à travers les décennies. Je me souviens aussi de ce qu'elle a dit sur l'accumulation de petits choix. Chaque personne qui se réveille à la réalité de notre situation compte. Chaque choix de consommer moins, de protéger plus, de redonner à la terre compte. Chaque graine plantée et chaque enfant éduqué compte. L'avenir n'est pas déterminé par des forces hors de notre contrôle. Il est façonné par des milliards de décisions prises par des milliards de personnes, chacune contribuant à la direction générale.
Mon travail n'est pas d'assurer un résultat particulier. Mon travail est d'apporter ma contribution, d'aider les autres à apporter la leur et de croire que l'accumulation sera suffisante. Le Bigfoot m'a dit que son peuple observe, espère, attend. Ils ont vu les humains sous leurs pires et leurs meilleurs jours. Ils savent de quoi nous sommes capables, la destruction et la guérison, l'oubli et le souvenir. Ils ne savent pas quel chemin nous prendrons, a-t-elle dit. Personne ne le sait. Mais ils nous encouragent, à leur manière silencieuse et cachée. Ils veulent que nous réussissions, que nous nous réveillions, que nous retrouvions l'équilibre. Pas seulement pour le bien de la Terre, bien qu'ils se soucient profondément de la Terre, aussi pour notre bien. Parce qu'ils reconnaissent en nous quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé, une étincelle de conscience qui pourrait éclairer le chemin si seulement nous la laissions faire. Je porte cette foi avec moi maintenant, la foi dans le potentiel humain même au milieu de la destruction humaine. Ce n'est pas une foi naïve, pas un optimisme aveugle. Je vois clairement à quel point les choses vont mal, à quel point elles pourraient empirer, à quel point le chemin vers un avenir meilleur est devenu étroit. Mais je vois aussi les graines germer, la conscience changer, les possibilités s'ouvrir. L'avenir est véritablement incertain, et cette incertitude est terrifiante, mais aussi libératrice. Cela signifie que nous avons le pouvoir d'agir. Cela signifie que nos choix comptent. Cela signifie que l'histoire n'est pas encore écrite. Quand je travaille avec des jeunes, comme je le fais souvent maintenant à travers des programmes scolaires et des stages, je suis frappé de voir combien d'entre eux comprennent déjà ce que ma génération a eu du mal à saisir. Ils ont grandi avec le changement climatique comme une réalité, avec la crise écologique comme toile de fond de leur vie. Beaucoup d'entre eux sentent l'urgence dans leurs os, l'impératif de changer. Ils ne sont pas intéressés par le gradualisme ou le compromis. Ils veulent une transformation et ils sont prêts à travailler pour l'obtenir. Cela me donne un immense espoir. L'éveil s'accélère chez les jeunes. Ils cherchent des conseils, des connaissances, des outils pour faire advenir le changement. Ils ont faim de connexion à la nature, d'expériences qui percent le brouillard numérique qui les entoure. Quand j'emmène des groupes de jeunes dans la nature et que je les aide à voir ce que je vois, à sentir ce que je sens, à comprendre ce que je comprends, je peux voir la transformation se produire en temps réel. Les yeux s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent, la conscience change. Ceci, j'en suis venu à le croire, est la façon dont le vent tourne. Pas par des victoires politiques ou des solutions technologiques, bien que celles-ci comptent aussi. Par la conscience, par l'éveil, par le poids accumulé de nombreux esprits s'ouvrant à la même vérité. Quand assez de gens comprendront vraiment qu'ils font partie de la nature, plutôt que d'en être séparés, quand assez de gens sentiront cette connexion dans leur corps et leur âme, les choix qui suivront s'orienteront naturellement dans des directions plus saines. Vous n'avez pas à convaincre quelqu'un de protéger ce qu'il aime. Il le fait instinctivement. Elle le savait, mon enseignante dans la grotte. C'est pourquoi le message se concentrait sur la conscience plutôt que sur la politique, sur le souvenir plutôt que sur la réforme, changer la façon dont les gens se voient et leur relation à la Terre. Et les comportements suivront. Le travail externe de protection et de restauration est important, mais il est en aval du travail interne d'éveil et de connexion. Les deux sont nécessaires, les deux se produisent, les deux doivent s'accélérer. Je pense souvent à elle, mon enseignante Bigfoot. Je me demande où elle est en ce moment, ce qu'elle fait, si elle pense à moi comme je pense à elle. Je me demande si elle a vu des signes du changement dont nous avons parlé, des preuves que son espoir et sa patience sont récompensés. Je me demande si elle sait que j'ai tenu ma promesse, que je répands le message du mieux que je peux, que j'essaie d'aider les humains à se souvenir. J'aime à penser qu'elle le sait. J'aime à penser que, quelle que soit la manière dont son peuple perçoit le monde, par des sens et des perceptions que je peux à peine imaginer, elle est consciente que je fais ma part. J'aime à penser qu'elle en tire une certaine satisfaction, une certaine validation que son choix de me sauver et de m'enseigner n'a pas été vain.
J'aime à penser que j'ai été un bon investissement de son temps et de son énergie, que j'ai rendu justice au don qu'elle m'a fait. Les années qui ont suivi mon expérience ont été les plus significatives de ma vie. Avant, j'avais une carrière que j'appréciais, un travail dont j'étais fier. Maintenant, j'ai un but, quelque chose qui me fait me lever le matin et me fait tenir pendant les jours difficiles. Je ne prends plus seulement des photographies. Je participe à quelque chose de plus grand, un grand éveil qui réussira ou non, mais qui vaut tout ce que je peux lui donner. Et à travers tout cela, le message demeure, simple, profond, urgent. Nous faisons partie de la nature, nous n'en sommes pas séparés. Ce que nous faisons à la terre, nous nous le faisons à nous-mêmes. Les lieux sauvages ont besoin de protection. Nous sommes censés être des gardiens. Il est encore temps. C'est ce qu'elle voulait que je partage. C'est la vérité que j'ai apprise dans une grotte cachée, soignée par un être dont la science nie l'existence. Et je continuerai à la partager aussi longtemps que j'aurai un souffle, aussi longtemps qu'il y aura une chance que cela aide, aussi longtemps que le souvenir de ses yeux profonds, sages et pleins d'espoir restera avec moi. Le Bigfoot m'a sauvé la vie. Mais plus que cela, elle m'a montré à quoi sert ma vie. Et c'est un cadeau d'une valeur inestimable, un but au-delà de toute mesure. Alors je continue, j'enseigne, je parle, je partage, je protège ce que je peux et j'encourage les autres à faire de même. Je travaille avec des jeunes qui me donnent de l'espoir et des aînés qui me donnent de la sagesse. Je marche dans les lieux sauvages quand je le peux, sentant la connexion, percevant la présence de gardiens qui ne se montrent jamais mais dont je sais qu'ils sont là. Et tard dans la nuit, allongé sous les étoiles, j'envoie ma gratitude dans l'obscurité. Merci, enseignante. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir montré la vérité. Merci d'avoir cru que j'en valais la peine. J'essaie, je fais ma part, je sème des graines. J'espère, où que tu sois, que tu le sais. J'espère que tu sais que ton message se répand, lentement mais sûrement, à travers moi et à travers d'autres comme moi. J'espère que tu sais que le vent tourne, que les humains commencent à se souvenir, qu'il y a encore une chance. J'espère que tu sais que ta patience, ta foi et ton espoir ne sont pas vains. Et j'espère, de quelque manière que ton espèce éprouve l'espoir, que tu as de l'espoir aussi. Parce qu'il y a des raisons d'en avoir. Malgré tout, malgré les dégâts, les pertes et la destruction qui continuent, malgré la difficulté de réveiller une espèce endormie, malgré les chances contre une transformation assez rapide, assez profonde, assez large, il y a des raisons d'espérer. Parce que la conscience change, parce que les graines germent, parce que les jeunes se réveillent en masse, parce que la vérité sur la connexion, l'équilibre et la responsabilité fait son chemin dans de plus en plus d'esprits. Parce que l'avenir n'est pas encore écrit, il y a des raisons d'espérer. Et tant qu'il y aura des raisons, je continuerai à porter ton message, je continuerai à essayer d'aider les humains à se souvenir. C'est ma promesse envers toi, enseignante. C'est ce que j'ai appris dans ta grotte, brisée et impuissante, soignée par tes mains. C'est la vérité que je vis maintenant. Et cela a tout changé. Les forêts sont toujours là, ou du moins beaucoup d'entre elles. Les rivières coulent toujours, bien que beaucoup soient pollués. Les animaux errent toujours, bien que leur nombre ait diminué. La vie persiste sur cette belle planète, diverse, résiliente et toujours en quête d'équilibre. Il reste encore quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. Il y a encore des lieux sauvages qui valent la peine d'être protégés. Il y a encore des êtres, visibles et invisibles, qui font le travail de gardiennage. Et il y a de plus en plus d'humains qui les rejoignent chaque jour. Plus de gens qui se réveillent, plus de gens qui se souviennent, plus de gens qui choisissent de faire partie de la guérison. C'est ce dont j'ai été témoin dans les années qui ont suivi ma descente de ces montagnes. C'est ce que j'offre comme preuve que l'espoir est justifié. Pas la certitude, jamais la certitude, mais la possibilité. Une possibilité réelle, tangible, croissante, cela vaut tout. C'est ce qui me fait me lever le matin. C'est ce qui me fait tenir les jours les plus difficiles. Un Sasquatch m'a sauvé la vie
et m'a montré mon but. Je suis une messagère maintenant, un pont entre les mondes, une voix pour ceux qui ne peuvent pas parler les langues humaines. Je suis imparfaite dans ce rôle, pleine de limites et de contradictions. Mais j'essaie. Je fais ce que je peux, et je crois de tout mon être que cela compte. C'est la fin de mon histoire, ou plutôt, c'est là que mon histoire continue. Chaque jour est un nouveau chapitre, une nouvelle occasion de partager le message, d'aider quelqu'un à se réveiller, de planter une autre graine. L'histoire ne se termine pas, tant que l'histoire plus grande ne se termine pas, tant que l'humanité n'a pas fait son choix, tant que la question de notre avenir n'a pas de réponse. Je ne sais pas quelle sera cette réponse. Personne ne le sait. Mais je sais vers quoi je travaille. Je sais quel choix je veux que nous fassions. Je sais quel avenir j'essaie d'aider à créer. Un avenir où les humains se souviennent de leur place dans la toile de la vie. Un avenir où les lieux sauvages sont protégés et restaurés. Un avenir où le gardiennage remplace l'exploitation. Un avenir où la grande famille de la vie sur Terre prospère ensemble. C'est ce qu'elle voulait. C'est ce que je veux. Et c'est ce vers quoi je continuerai à travailler aussi longtemps que j'en aurai l'occasion. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir lu, merci d'être quelqu'un qui pourrait, d'une petite manière, se joindre au travail. Le message est simple, nous faisons partie de la nature. Ce que nous faisons à la terre, nous nous le faisons à nous-mêmes. Les lieux sauvages ont besoin que nous les protégions. Nous sommes censés être des gardiens. Il est encore temps. Allez dans la nature quand vous le pouvez. Sentez la connexion. Souvenez-vous de ce que vous avez oublié. Laissez cela vous changer. Laissez cela tout changer.